Bonjour tout le monde, bienvenue au Radar Multilogement. Encore une fois, aujourd'hui, on reçoit Sacha Gauthier pour discuter de la mise à jour en fait du marché depuis quelques mois là, qu'on n'a pas fait cet exercice-là. On veut regarder essentiellement là, avec les vacances, est-ce que les délais se sont allongés, que ce soit au niveau de la SCHL, des institutions financières, notaires, etc. On va aussi en profiter pour reparler un petit peu de la date du 30 septembre, qui est une date clé pour la prochaine année. Donc, ça s'en vient très, très vite, à peine dans quelques semaines. Donc, on rejoint Sacha à l'instant. Salut Sacha, comment ça va? Salut Jocelyn, ça va très bien toi? Très bien, très bien. Écoute, il fait beau, c'est l'été, on en profite. Justement, parlant d'en profiter, regardons un petit peu peut-être les dernières nouvelles en date, mise à jour du marché. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter de tout ça. Je pense que la dernière fois qu'on se parlait, les CMB avaient été un petit peu à la baisse, règle générale. Il y avait une légère embellie. Mais dans les dernières semaines, ça a viré de bord un petit peu, là, malheureusement, pour les acheteurs et les personnes qui veulent refinancer leur immeuble. Absolument. On va vous faire un petit topo du marché, là, mais depuis le début de l'année, il y a une augmentation notable là, de plus de 50 points de base à peu près dans les taux, ce qui a pour effet de peut-être ralentir quelques investisseurs, puis ce qui a pour effet aussi de venir impacter les rachats de taux en ce moment. C'est bon, il n'y en avait pas en début d'année. Puis depuis le mois d'avril, là, quand on a subi notre hausse, même mars, là, plutôt en mars, ça a commencé. Donc là, on est tombé un petit peu dans les rachats de taux, puis ça se continue cet été un petit peu. Donc, on a passé les semaines, les vacances de la construction, la période de latence. Il ne faut pas oublier, là, dans la chaîne de commande des prêts commerciaux, l'été, c'est une période qui est quand même difficile au niveau des banques, des notaires, des différents intervenants, évaluateurs, phaseurs. Peu importe l'intervenant, tout le monde doit prendre des vacances, tout le monde doit prendre une pause d'un système qui roule toujours à 200%. Tout le monde prend ses vacances, puis ça tombe tout décalé. C'est-à-dire que le banquier part en premier, après ça, c'est l'inspecteur, après ça, c'est la personne à SHL, après ça, fait que ça allonge les délais d'habitude sans bon sens. Quand on est malchanceux, en tout cas, c'est ça qui arrive d'habitude. Exact. Premier notaire tombe en vacances, l'autre revient dans 2 semaines, c'est bon. Donc, oui, tout ça, ça fait partie de l'expérience client qui est un petit peu moins le fun pour un closing en été. Mais, mis à part ça, tout va super bien. Je veux dire, on va faire un petit topo, mais premièrement, là, si on commence par les délais SCHL. Le 8 juin, la hausse de normalisation, on s'attendait probablement, on a soumis beaucoup de dossiers là, pour nos clients avant le 8 juin pour éviter l'effet néfaste là, des nouvelles normalisations. Moi, je pensais qu'il y aurait eu un plus gros goulot d'étranglement à la SCHL, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, mais la SCHL a laissé tellement peu de délai aussi pour soumettre que ça a dû paraître. C'est pas comme quand il annonçait un mois ou deux d'avance. Là, il y a eu quoi, une semaine, si je ne me trompe pas? Là? Comme deux. Deux? Bon, c'est ça. Comme deux. Il fallait que ça sorte rapidement. Exact. Donc, bref, la SCHL a très bien géré les délais. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, juste aujourd'hui, là, on en a soumis un. Il y en a un qui est tombé en file d'attente avant hier. On a eu une offre aujourd'hui. Le COI s'en vient lundi. C'est comme, wow. Ça, c'est à l'intérieur d'une semaine. Donc, c'est surprenant, ça. C'est très surprenant. Donc, ça fait peut-être dire aussi au marché que peut-être qu'il y a une petite baisse dans les achats. Il faudra attendre de voir le data du premier début d'année, là, mais je pense qu'il y a 0,5 de hausse, là, le 1,5% de hausse dans les taux obligataires, dans les taux fixes là, sur le marché obligataire ralentit un petit peu les achats ou les acheteurs potentiellement. C'est une hypothèse. La construction, ça va encore très bien. Les gens qui développent continuent de développer parce qu'ils sont déjà, ils ont déjà enclenché un processus. C'est bon. Puis il y a le 30 septembre qui s'en vient. Donc. C'est difficile de faire comme c'est la Caisse de dépôt qui a tiré sa plug d'un de leurs gros projets pas loin du REM du côté de Brossard-Longueuil. Ouais. C'est difficile de faire ça quand les projets sont déjà lancés. Là. C'est difficile de faire ça, exact. Si on a les reins très, très solides, c'est possible d'être en position d'attente. Mais sinon, si on a déjà enclenché un projet, ben, il faut que ça aille de l'avant, normalement. Donc, la SCHL, très, très impressionnant. Bravo. Et tout ça on peut donc présumer de ça
que justement, la prochaine date névralgique, c'est le 30 septembre dans le 9. Ça, c'est dans un mois, OK? Parce que, il faut se soumettre quand même au prêteur qui, lui, va se soumettre à la SCHL et doit avoir soumis le 30 septembre. Donc, d'ici un mois, si vous avez un projet de 9 et vous voulez vous taper les anciennes exigences, OK? Vous voulez que les anciennes exigences en termes d'efficacité énergétique soient reconnues, il faut le soumettre avant le 30 septembre. C'est bon? Si c'est après, là, vous allez tomber sur la nouvelle échelle. Et là, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. Il y a des surcoûts associés à ça, carrément, c'est sûr. Mais bref, tous ceux qui étaient pour soumettre un dossier avant l'automne vont le faire avant le 30 pour se qualifier sur les anciennes normes. Et il y a plusieurs personnes qui se disaient, écoute, je peux développer mon projet ou continuer de développer mon projet à l'automne parce que la SCHL, le temps qu'elle traite mon dossier, va en avoir tellement que je vais peut-être me retrouver à avoir une prise en charge en novembre ou en décembre. À mon Mais là, ça ne sens, sera pas le cas selon ce que tu viens de dire juste avant. Là. Exactement. Donc, ils ont beaucoup d'effectifs, ils ont formé des gens. Puis, tu sais, by the way, c'est très smooth à la SCHL, étonnamment, en ce moment. Pour les dossiers qui sont bien montés, qui sont bien structurés, ça roule très bien. On pourrait dire qu'on est dans une phase assez smooth. C'est bon? On pourrait le nommer comme ça. Ils ne mettent pas de pénalité ou ils ne coupent pas dans les pro-forma ou pénalité, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est ça. Il n'y a pas de performance locative depuis un moment, je pense qu'on se disait en pré-entrevue. Exact. Donc, tu sais, bon délai, bonne prise en charge, un bon dialogue intelligent. Là où il y a des enjeux, c'est si, puis là, il y a des gens qui m'appellent aussi avec leurs pro-forma qui ont moins bien fonctionné, puis là, j'analyse tout ça. Tu sais, le classique là, de ce qui peut moins bien fonctionner, c'est de présenter des loyers qui sont carrément hors normes, qui sont carrément trop boostés. Là, vous allez vous faire amener à l'ordre parce que le marché a cessé de croître. Les valeurs locatives ont cessé de croître, c'est clair et net, ça fait longtemps qu'on en parle. Et là, c'est plus la vacance dont on parle. Donc, c'est bon. Qui a été augmenté dans les dépenses normalisées, puis de toute façon, la SHL, elle les a toutes les données. C'est les premiers à les avoir. Fait que c'est sûr que si on essaie de booster trop une donnée ou une autre, exact. Puis dans le fond, oui. Donc, si c'est bien monté, on ne se fait pas challenger, c'est smooth, il y a un dialogue intelligent autour de ça, c'est magique. Quelque chose qui est carrément, un montage carrément cowboy ou beaucoup trop ambitieux pour couvrir un coût qui est trop élevé, ça ne marche pas tant que ça. On va se faire, la SCHL va le dicter, c'est quoi votre loyer marchand dans votre secteur si vous ne lui présentez pas quelque chose de raisonnable. On pourrait le dire comme ça. Ça fait du sens? Donc, oui, puis les performances locatives aussi, ça fait la même chose. Les groupes qui sont bien capitalisés, les projets qui sont bien montés, il n'y en a pas de perfo locative. Donc, moi, j'en vois plus de ça. Pour des loyers qui sont très élevés, pour une équipe qui est moins bien capitalisée et qui a moins de marge de manœuvre, potentiellement que ça pourrait être appliqué. Ça c'est moins le fun. Mais bref. Toujours une marge discrétionnaire que la SHL se garde pour l'imposer ou pas. C'est ce que je comprends. Absolument. Gestion de risque. Ouais. Super important. Donc, les achats ont peut-être diminué un petit peu en termes de volume de transactions. Je fais beaucoup de construction, donc c'est le core de ma business, mais on fait aussi les achats, les refins, bien entendu. Mais c'est vrai que les achats, j'en vois un petit peu moins perso, mais tu sais, je ne peux pas déterminer que c'est ça la trend dans le marché, là, mais on le saura avec le data qui va sortir en deuxième moitié de l'année. Ça va être intéressant, mais le problème, c'est que c'est toujours le passé qui est évalué. C'est difficile de le voir, mais en même temps, on dit tout que le marché de la construction a ralenti, que à cause justement du manque de croissance anticipée pour le futur, qu'il y a des projets qui ne lèvent pas, que la cible de 100 000 logements par année au Québec ne fait aucun sens parce qu'on n'y arrivera pas, etc., etc. En tout cas, il y a assez d'échos ou disons de rumeurs pour penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en quelque sorte. Là. Ouais. On peut penser que dans à peu près tous les marchés, il y a assez d'unités parce qu'il y a de la vacance. C'est des unités qui sont peut-être inabordables ou qui sont plus chères, qui fait en sorte qu'elles restent vacantes. Donc, ce qu'on a besoin, c'est clair, dans le marché, ça fait très longtemps que c'est établi. Là. Depuis 24 mois à peu près, là, on parle plus, pas de crise du logement, mais de crise d'abordabilité.
Donc, c'est ça dans le marché. Puis ça va passer par plusieurs facteurs là, qui devront changer si on veut atteindre l'abordabilité dans le marché. Là, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, parce qu'avec les coûts de construction aujourd'hui, faire de l'abordable, c'est tout un défi pour un privé. Impossible. Donc, dans le neuf, je veux dire, c'est pratiquement impossible. Il faut avoir des loyers marchands qui font du sens pour supporter une dette, pour supporter le projet, parce que la dette est essentielle à la levée du projet. Là. C'est bon. Sinon, les délais sont un petit peu inégaux chez les prêteurs. Donc, dépendamment de votre projet, il faut choisir le bon prêteur. C'est pas, tous les prêteurs ne sont pas égaux en termes de délai et d'opération, en termes de que ce soit pour les taux de qualif, les délais de closing, les taux effectifs même, les taux d'intérêt effectifs au contrat, les spreads sur les CMB, ça varie beaucoup. Donc, il faut trouver chaussure à son pied selon les objectifs des acheteurs ou des clients et parfois même des vendeurs. Un vendeur qui est hyper pressé, ben là, peut-être qu'on va se pointer chez un prêteur qui est très, très, très rapide. Puis ça, c'est peut-être que ça ne viendra pas avec le meilleur taux absolu, mais un bon taux. Mais nos délais hyper rapides, ça nous permet de transiger rapidement. Des fois, c'est ça qu'on va faire. Le taux, ce n'est pas tout là, dans la transaction, bien entendu. C'est sûr qu'à moins d'avoir un prêteur privé, on parle quand même de plusieurs mois de délai. Là. Donc, un vendeur pressé, ça m'apparaît quand même un peu relatif au sens où il faut faire un peu de pédagogie, je pense, comme acheteur, puis lui dire que ça ne sera pas fait en 30 ou 45 jours comme ça se faisait il y a plusieurs années. Là, ne serait-ce que d'avoir des phases 1, des phases 2. Aujourd'hui, c'est 4, 5, 6, 7, 8 semaines, dépendamment. Puis là, je ne parle même pas de l'été. Quand on met ça dans l'équation, puis ça n'existait pas il y a 30 ans, 40 ans. Là, puis on s'entend, il y a un gros parc immobilier des baby boomers qui est en train de transiter. Là. Moi, je l'ai vécu personnellement, c'est pour ça que j'en parle. Il y a de la pédagogie à faire en arrière. C'est pas des gens qui étaient habitués à ça nécessairement. C'est correct, c'est normal, c'était pas comme ça à l'époque. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais, tu sais, avec les délais que je vous ai mentionnés tantôt, là, puis il y a des prêteurs dans leurs opérations qui deviennent très rapides. Tu sais, je veux dire, un closing en 60 jours, sur le prêt dont je vous ai parlé tantôt, là, dont on va avoir le COI la semaine prochaine, lui a été envoyé il n'y a pas longtemps. Là. Un closing en 60 jours sur ce prêt-là, ça va se faire. Ça, c'est impressionnant. Donc, en moins de 2 mois, en termes d'opération sur un prêt commercial, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est même un euphémisme, je pense. C'est pas encore assez fort. Exact. Mais la SCHL nous aide. Parce que si elle met une semaine à émettre un CEI, ben, c'est magique. Le prêteur, tout le monde gagne. Exactement. Le prêteur, lui, va faire avancer ça de son côté, le notaire, etc. Mais ça se peut. Ça revient. On est sur le bon bord, comme on dit. Puis disons-le, là, je suis critique de la SCHL. Ça m'arrive, là, évidemment. Vous avez déjà écouté les précédents épisodes, je présume. Mais là-dessus, quand même, rendre à César ce qui appartient à César, c'est une belle amélioration là, de la SCHL. Il faut le mentionner et l'avouer. Je reviens aux banques parce que tu parlais de différents spreads, différents taux effectifs, etc. Si je te fais la généralisation suivante, est-ce que je suis dans l'erreur? C'est-à-dire qu'une banque qui va prendre moins de temps, souvent va avoir un spread ou un taux effectif un petit peu plus élevé qu'une banque pour laquelle elle va prendre plus son temps. Intéressant. Très intéressant. Tu ne fais pas fausse route. Je pose la question. Ouais. Tu ne fais pas fausse route parce que aussi, les banques aussi qui offrent des taux juste un petit peu plus élevés, bien, elles sont moins achalandées de facto. Potentiellement, là, c'est une grosse généralisation, mais ça va un petit peu dans ce sens-là. Donc, si tu es moins occupé, tu as plus de capacité à soumettre la demande rapidement à SCHL. Quand ça sort, l'analyser au crédit, sortir une lettre d'approbation. Donc, oui, ça peut aller main dans la main. Mais oui, tout à fait. Puis les banques il y a des banques qui sont surchargées, ils offrent des taux très alléchants, des closings faciles parce que, peu importe, là, les closings ne sont pas tous égaux. Un prêteur virtuel, exemple, va être une petite coche de plus en termes de complexité puis d'intervenant qu'une banque à charte. Une banque à charte qui offre un vraiment bon taux. Exemple, Desjardins l'an passé, c'était magnifique. Là. Il y avait des taux incroyables. Et le closing chez Desjardins est tout à fait est très honnête. Là. C'est le notaire du client, ça se passe bien, le contrat est très, très clair, c'est pas fastidieux. Donc, si on a l'option d'aller vers un prêteur comme ça qui est efficace et qui a un taux excellent, ben, on le fait, on le prend tout de suite. Il n'y a pas de raison de se compliquer la vie nécessairement. Donc, oui,
Mais là, cette année, ils sont un petit peu, ils ont pris un petit pas de recul, là, comme tout le monde sait. C'est connu dans le marché. C'est un secret de polichinelle. Ouais, Mais toutes les banques ont augmenté leur spread pour pallier à l'incertitude, aux pertes potentielles, etc., etc., là. exact. Puis chaque prêteur a des raisons de faire davantage de prêts titrisés, assurés et d'en faire moins. C'est toujours une question interne aussi qui se pose en termes d'allocation de capitaux et de trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des vagues en termes de qui est Ils ont bon. des ratios de prêts à respecter aussi là, dans différentes Mhm. catégories, commerciales, immobilier, résidentiel, etc. Effectivement, si des fois ils arrivent au bout de leur portefeuille, Mhm. vont être moins attractifs pour amener moins de gens, là, effectivement. L'an passé, il y avait une banque à charte que tout le monde connaît très bien qui s'est mis sur la touche en termes de prêts assurés pour les achats, refins, comptés, très peu de construction jusqu'au 1er novembre. Donc, du début de l'année jusqu'au 1er novembre, ils n'en ont pas fait. Parce que c'est des compagnies cotées en bourse, ils ont des critères respectés, puis des commandes à l'interne en termes de direction, puis ouais. Donc, ça se peut. Il y a des vagues. Il faut en profiter quand c'est là, puis il faut être à l'affût de ça. Mais si on est client chez une de ces banques-là, il faut avoir d'autres options. Parce que j'ai même fait des refinancements pour des employés de cette banque-là, pour vous dire. C'est comme, ils n'en faisaient pas, là. Donc, ça peut arriver. C'est le cas de le dire, là. Exact. Donc, on Parce ferme que les c'est quand même robinets. Exact. Donc, là, je trouve ça logique que la banque, bon, elle a ses ratios, comme tu dis, quand elle passe tourner son rendement, etc., elle gère son risque. Comme la SCHL, on n'arrête pas de dire, gère son risque. Une banque, c'est pareil. Mais vraiment que même ses employés, là, ça va très, très loin, là. C'est ouais, vraiment c'est surprenant. une Belle ligne anecdote. dure. Une ligne dure. Ouais, ouais, ouais. Mais ça l'arrive. Puis c'est correct. On le vit. Là, ils sont revenus. Ils prennent leur profil de client. C'est tout à fait correct. D'ailleurs, parlant de ça, différence entre un prêt de moins d'un million, 5 millions, 5 millions et plus, ça ressemble à quoi à peu près? Là, tu vois, ce que toutes les banques ont, qu'importe, c'est à peu près ratio-là, là, tu peux me corriger si mon évaluation n'est pas bonne, vont être bons dans les trois, ou bien justement, il y en a qui se consacrent juste sur du 5 millions et plus, ou bien même du 25 millions et plus. Ça a l'air de quoi à vue de non, nez, là, juste c'est pour que très. l'auditeur qui est plus néophyte, qui est moins habitué, Ouais. Je sache vous dis, où est l'information. ouais, très bonne question. Je vous dirais en construction, là, à 10 millions et plus, on a accès à tous les prêteurs. Tous les prêteurs vont bider d'excellents opérateurs de prêts de construction, exemple. À 5 millions et plus, on a une très grande gamme de prêteurs. En bas, en bas de ça, là, on tombe chez des prêteurs plutôt niche pour la construction. Euh, mais sinon, ça va. Il y a des prêteurs de bridge qui vont le faire, même si vous avez un 6 ou un 8 plex, ça se passe très bien. Même le prêt assuré SCHL de construction se passe très bien. C'est plus d'efforts au montage documentaire et à la présentation, mais ça se passe très bien dans les déboursés, là. C'est très efficace maintenant. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Sinon, pour les achats refins, écoutez, 2 millions et moins, les spreads sont élevés. Mais ça revient un petit peu, là. La compétition entre prêteurs revient un petit peu, puis les spreads étaient très élevés en début d'année. Puis là, ça a tendance à rebaisser un petit peu. Les taux ont augmenté par contre, mais les spreads, ils ont descendu un petit peu. Donc, on a des prêts, des taux qui sont tout à fait raisonnables en termes de CMB+, mais très peu de joueurs là, dans le 2 millions et moins, c'est sûr. Fait qu'il ne faut pas être trop regardant sur le prêteur. Des fois, il faut vivre des délais hors normes. Des fois, il faut aller chez tel prêteur qui nous permet une structure, un montage de financement particulier. Donc, il faut vraiment aller selon nos besoins, là. Mais on n'a pas 1000 prêteurs, non, dans le 2 millions et moins, ça, c'est sûr. C'est clair. Il faut C'est un peut-être classique. moins s'attendre à négocier. Ou est-ce que la priorité, ce soit le taux nécessairement dans le 2 millions et moins? C'est un peu ce que j'en déduis, là. Exact. Sinon, le taux de qualif aussi, il y a des banques à charte qui maintiennent un taux de qualif hyper élevé ou est-ce qu'ils ne sont pas flexibles là-dessus. Donc, ça, c'est moins le fun pour les clients. Donc là, on trouve d'autres solutions, d'autres prêteurs, etc. Ça peut arriver aussi. Sinon, en terminant, je vous dirais deux choses. Pour le 30 septembre, dites-vous que
La SCHL s'attend à avoir vos permis sur le package pour la construction. Si vous soumettez un bridge de construction, OK, le 30 septembre, quand ça tombe dans les mains du souscripteur de la SCHL, eux s'attendent à avoir le permis avec le package pour émettre le COI. Est-ce que Parce ça... qu'ils ne veulent plus perdre leur temps avec des projets qui n'ont pas les permis, parce que ça peut tomber, le permis peut ne pas être émis, etc. Mhm. On les comprend, c'est une des façons de faire pour diminuer les délais, parce qu'ils ne perdent pas leur temps. Absolument. L'attestation, ils ne veulent pas que l'attestation tombe. Donc, ils veulent que le projet se réalise tel qu'annoncé. Est-ce que ça se peut que vous ayez un COI sans avoir le permis? Oui, on en a déjà obtenu, mais ce n'est pas un best practice. Okay? C'est plutôt l'exception à la règle. Et si vous voulez monter des projets béton, ayez votre permis sur le package, ça va se passer à merveille. N'oubliez pas d'ailleurs, soumettez-le un petit peu à l'avance, un petit peu avant le 30 septembre, comme ça, s'il y a un montage qui est fait par votre banque ou X, puis il manque un document, vous aurez le temps de vous rajuster et de le soumettre avant le 30 septembre. Parce que si c'est rendu au mois d'octobre, vous pouvez considérer que la CHL ou le prêteur pourrait vous dire on resoumet, mais avec les nouvelles exigences d'efficacité énergétique. Ça, c'est un classique. Là. Le 30 septembre, c'est un hard stop. Il faut avoir tout avant cette date-là. Donc, voilà. Pour un take-out, ah oui, puis il y a des gens qui construisent des 6, des 8, des 10, puis qui se disent, ils commencent là, à la fin de l'été, puis qui se disent, je vais avoir fini dans 6 mois, parce qu'une attestation, c'est bon 6 mois. Ben, faites attention avec vos délais, parce que, je vous le dis, si vous le soumettez avant le 30 septembre, au mois d'octobre, je suis pas mal certain que vous allez avoir une attestation. Donc, dites-vous, mon 6 mois, s'il commence à la mi-octobre, est-ce que je suis correct pour closer? Est-ce que j'ai assez de temps pour closer mon projet, incluant le 35 jours? Oui, parce que là, en plus, ça veut dire que le projet devrait se terminer au milieu de l'hiver. C'est pas super généralement pour la construction. C'est mi-novembre, mi-décembre, mi-janvier. Ouais, il faudrait que ça se termine comme mi-mars à the latest. Fait que début mars. Donc, si c'est ça votre plan, c'est tout à fait possible. Faites-le, mais gardez ça en tête que l'attestation est bonne 6 mois, pas plus. Ils ne donneront pas d'extension là-dessus. C'est la première question qu'ils nous posent. Assurez-vous qu'il n'y aura pas d'extension. Ça a l'avantage d'être très clair. Donc, voilà. Puis pour ceux qui vont dépasser le 30, c'est pas si grave. On en fait déjà des montages avec les nouvelles, les nouveaux... nouvelles normes. Les nouvelles normes d'efficacité énergétique, merci. Puis, on fait souvent 50 points d'abordabilité avec 10% d'abordabilité, puis un 20 points d'efficacité énergétique. Ça donne 70 points. Puis souvent, avec des projets dont les coûts sont très bien maîtrisés, ben, le 45 ans d'amortissement puis le 1,1 d'RCD, c'est en masse. Donc, les gens réussissent les groupes d'investisseurs réussissent à avoir une dette satisfaisante, puis se rembourser la majorité de leur coûts. Donc, ça peut tenir quand même post-30 septembre, sauf que faire le niveau 3, là, beaucoup plus ardu. C'est ça. Ça, c'est très coûteux. Pour aller chercher 50 points en efficacité énergétique, ça, on va peut-être le voir un petit peu moins. C'est mon hypothèse. À suivre, par contre. À suivre si jamais la SCHL fait un ajustement, mais à la base, puis on en a déjà parlé dans le passé, ça aussi, je pense que la SCHL s'est rendu compte que c'était un peu trop facile d'aller juste en efficacité, alors qu'elle a une mission de favoriser l'abordabilité. Donc, elle dit comment je peux diminuer peut-être un petit peu l'efficacité énergétique pour booster ou forcer l'abordabilité. Je pense que c'est le raisonnement. Je peux me tromper. Je ne suis pas devin. Je n'ai jamais parlé à SCHL, là, mais. C'est une excellente hypothèse. C'est ça que je me dis. C'est une excellente hypothèse. Puis en terminant, quelque chose d'intéressant, parce que en discutant avec les prêteurs, là, c'est quelque chose qui ressort à peu près partout. Dans l'abordabilité, là, ce qu'on faisait autrefois, il y avait des montages qu'on utilisait qui faisaient en sorte qu'on mettait, disons, le loyer abordable à Laval, c'est 1220. On mettait 1220, puis là, si le promoteur donnait le Wi-Fi, les électros, puis un stationnement intérieur, par exemple, dans son projet, bien, on ventilait les services, puis on l'ajoutait dans le bail. Ça faisait en sorte que le 1220 devenait peut-être un 1475, on s'entend, avec tous ces services-là que le client voulait. On le détaillait au bail, puis c'était tout à fait légitime, c'était tout à fait correct. Les revenus étaient reconnus, parfois avec une vacance un petit peu plus élevée pour les services, là, mais bref.
Aujourd'hui, cette façon de faire-là commence peut-être à titiller la SCHL qui dit aux prêteurs, écoutez, nous, on veut un bail où est-ce que le prix de l'abordabilité va être respecté. Puis si vous offrez des services à côté, mettez-le dans un autre contrat ou une annexe ou un autre bail, peu importe, et présentez-nous les revenus de cette façon-là. On va les regarder, on va les reconnaître, mais on va très certainement leur apposer un taux de vacances qui est un petit peu plus élevé que le loyer en tant que tel. Donc, euh, ça peut être, je ne sais pas, 5, 7, 10 des revenus connexes, là, si on veut. Donc, ça semble être un montage qui tire à sa fin. Tu vois, ça me surprend dans un contexte où, je vais le redire encore une fois, la grille date de 2019. Vraiment pas à jour avec les augmentations de loyer qu'on a connues dans les dernières années. Je vais me risquer, puis au pire, vous me lancerez des tomates, chers auditeurs, mais à la rigueur, je préférerais une mise à jour avec les loyers actuels pour calculer une véritable abordabilité, tout inclus. Incluant tout l'ensemble des services possibles et imaginables pour éviter les histoires d'annexes. Personnellement, je préférerais ça. Vraiment, les loyers sont beaucoup plus clairs pour tout le monde. Je pense plus généreux, surtout pas mal plus réalistes. Oui. Puis de toute façon, c'est pas un montage que j'utilisais vraiment souvent. En ce moment, là, les loyers qui sont plus élevés ou dans la haute fourchette là, doivent souvent avoir des inclusions. Donc, on pouvait faire reconnaître. C'est ça. On pouvait faire reconnaître un loyer hors norme ou dans la haute fourchette, disons, du marché. S'il y a un stationnement, disons, intérieur ou à l'abri, du Wi-Fi, une thermopompe, un rangement, des électros, c'est beaucoup plus facile parce que ça fait partie d'une offre globale que le client accepte. Donc, 100%. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionnait, qui fonctionne encore très bien pour des loyers un petit peu hors normes. Présenter des loyers hors normes avec aucune inclusion, tu sais, là, ça, c'est quand même, c'est plus corsé, disons. Ben, sinon, il faut que tu aies une localisation qui le justifie. Mais je sais pas, moi, tu es en avant d'une rivière, d'un lac, de quelque chose. Ton projet est plus haut de gamme pour une raison spécifique. Là. Sinon, je suis d'accord avec toi, c'est difficile à argumenter. Tout à fait. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup, Sacha. On a dépassé le temps qu'on avait prévu aujourd'hui. Je pense que c'est la preuve qu'on avait un bon tour de roue à faire. Très content de l'avoir fait avec toi aujourd'hui. On se revoit, ça va être bientôt le lancement officiel de la prochaine année. On se revoit avec grand plaisir à ce moment-là. Au plaisir.